Je suis Aïfa Rabi, pharmacienne travaillant au sein du Centre de référence des maladies rares de l'Hypophyse à Marseille. Et je viens vous présenter aujourd'hui, au nom du groupe thématique support aux associations de patients, les résultats de l'enquête qui a été menée il y a quelques années sur le vécu de l'annonce d'une maladie rare endocrinienne par les patients et les parents. Ce travail qui a abouti à une publication scientifique dans les Annales d'endocrinologie, qui a été acceptée en fin d'année dernière et qui est accessible actuellement en open access à tous depuis début d'année, donc 2024. Tout d'abord, bon, vraiment rapidement, un petit rappel des chiffres sur les maladies rares en général dans le monde. Il y a près de 5 à 8 000, il y en a qui disent plutôt 6 à 10 000 maladies rares différentes connues au niveau mondial. Il y en a qui ne sont pas encore connues, avec 300 millions de personnes atteintes dans le monde. Si on rétrécit un tout petit peu, donc en Europe, avec la définition d'une maladie rare qui toucherait moins d'une personne sur 2000, on est à 27-36 millions de patients atteints au niveau européen, avec une prévalence du coup de 6 à 8%. Au niveau plus local, c'est-à-dire au niveau de la France, on est plutôt à 3 millions de personnes atteintes de maladies rares, donc à 4,5% de ce qui représente 4,5% de la population. Et si on centre plutôt nos chiffres sur les maladies rares endocriniennes, donc la filière Firendo, on a près de 250 groupes de pathologies différentes et qui toucheraient 30 000 personnes donc de ces maladies rares endocriniennes. La rareté de la maladie fait que impacte forcément, du coup, cela fait qu'il y a un manque d'informations, du coup, en général, une indisponibilité des traitements, des retards de diagnostic, des difficultés à trouver un spécialiste, des problèmes d'handicap, etc. Le patient est confronté à toutes ces situations-là. Ce qui fait que informer un patient et surtout à lui annoncer un diagnostic de maladie rare reste quelque chose de très complexe, jamais anodin, que ce soit pour le praticien, mais également pour le patient également. Cette annonce d'un diagnostic est vécue comme un moment, comme une tragédie, souvent considérée comme un moment éternel pour les patients, qui marque la fin d'une période où la pathologie était absente, finalement. Le patient est tellement bouleversé qu'il a du mal à comprendre ce qu'on vient de lui annoncer. Il a du mal à accepter et à transmettre aux proches. Cependant, pour certains, l'annonce d'un diagnostic peut mettre fin à une période d'incertitude. Ça peut, surtout lorsque la quête du diagnostic a été un peu longue, et le diagnostic dans ce cas-là est plutôt vécu comme un soulagement. C'est-à-dire que le patient sait contre quoi il doit se battre. Donc, le groupe de travail s'est rendu compte qu'il y avait peu d'études sur le vécu de l'annonce diagnostique dans les maladies rares, encore moins dans les maladies rares endocriniennes. C'est pourquoi il s'était fixé comme objectif d'une part, de caractériser le vécu des patients et ou de leurs parents lors de l'annonce diagnostique, et par la suite, et bien évidemment, pourquoi pas, définir les besoins des patients et de leurs proches afin d'assurer une meilleure qualité des soins et une meilleure prise en charge. Le point de départ, c'est bien sûr le groupe thématique support aux associations qui a réfléchi à cette thématique et à cette idée. Le groupe a travaillé sur un questionnaire qui a été élaboré, révisé par ce groupe. Ce groupe thématique était constitué de 11 associations de patients, d'endocrinologues pédiatres et adultes, de biologistes, de psychologues, tous experts en maladies rares endocriniennes. Dans ce questionnaire, il y avait 22 questions, avec bien évidemment des parties plutôt de suggestions ou de remarques ouvertes. Les analyses quantitatives étaient sur des scores de 1 à 10 et l'analyse des qualitatives reposait sur les verbatims des patients et de leurs parents. Ensuite, le questionnaire a été diffusé au sein du site de la filière Firendo, puis communiqué principalement par courrier aux associations de patients et aux centres experts. Parmi les 614 réponses donc issues ou réceptionnées, il y avait
il y avait 314 réponses qui provenaient des patients, et 200, enfin, ce qui représentait près de 64%, et 223 réponses qui provenaient des parents de patients, ce qui représentait approximativement 36%. L'âge médian était de 39 ans et l'âge médian au diagnostic était de 27 ans. Sur les différentes donc, réponses, cela concernait 35 groupes de pathologies qui sont listés sur ce tableau-là, et qui étaient un peu représentatifs des centres de référence qui sont rattachés à la filière Firendo et qui traitaient les pathologies de la thyroïde, des troubles donc, gynécologiques rares, les pathologies des glandes surrénales, de l'hypophyse, du développement des croissances et qu'est-ce que j'oublie, enfin en tout cas tous les centres de la filière Firendo. Pour la suite des résultats, donc il n'y a que les résultats, les réponses qui ont eu plus, les pathologies qui ont eu plus de 30 réponses qui ont été analysées dans la suite des résultats de l'étude. Ça a concerné du coup la maladie d'Addison, l'hyperplasie congénitale des surrénales, le syndrome de Sulfer-Russell, l'acromégalie, la maladie de Cushing et le syndrome de Cushing, avec des réponses du coup de 425 patients. Je tiens juste à vous signaler que du coup, les répondants étaient ceux qui consultaient du coup le site Firendo ou qui étaient rattachés à des associations de patients ou étaient suivis dans des centres de référence. Donc, cela peut ne pas être vraiment totalement représentatif des patients atteints de maladies rares endocriniennes. Qu'en est-il du vécu de l'annonce par les patients et par les parents? Donc, si on regarde ça par pathologie, on remarque qu'il y a une différence significative entre du vécu de l'annonce entre ces différentes pathologies, avec donc l'hyperplasie congénitale des surrénales, le craniopharyngiome et l'acromégalie comme étant les pathologies qui étaient les moins bien vécues. Nous avons ensuite essayé de faire d'autres analyses entre pathologies qui avaient quand même des points en commun, notamment par exemple pour les adénomes hypophysaires, une comparaison entre la maladie de Cushing et l'acromégalie, et pour l'insuffisance surrénale entre l'hyperplasie congénitale et la maladie d'Addison. On a remarqué que pour l'acromégalie et la maladie de Cushing, l'acromégalie, déjà le délai de diagnostic de l'acromégalie était plus lent que celui de la maladie de Cushing. Et de même, le vécu de l'annonce des patients atteints d'acromégalie était moins bon que ceux atteints de la maladie de Cushing. Concernant l'hyperplasie congénitale des surrénales et la maladie d'Addison, l'hyperplasie congénitale, l'annonce de diagnostic est moins bien vécue chez les patients avec hyperplasie congénitale des surrénales par rapport aux patients atteints de maladie d'Addison. Quand on regarde le vécu de l'annonce en fonction du contexte, c'est-à-dire déjà en termes de chiffres, on avait approximativement 80% des patients qui ont reçu leur diagnostic lors de consultation, 9% par téléphone et 2% par la poste. Et le vécu de l'annonce a été l'annonce a été mieux vécue lorsque cela se déroulait au cours d'une consultation. Et le pire vécu était quand l'annonce était faite par voie postale, par courrier. Voilà. Le contexte aussi, ça peut concerner un peu aussi le délai de diagnostic. Sur le délai de diagnostic, par rapport aux résultats de notre enquête, les patients qui ont reçu un diagnostic précoce, on avait défini à l'époque le délai précoce comme étant un délai inférieur ou égal à 1 an entre l'apparition des symptômes et le positionnement du diagnostic. Et les patients qui avaient reçu un diagnostic précoce, donc dans les résultats de cette étude, avaient moins bien vécu l'annonce diagnostique par rapport à ceux qui l'avaient reçu plus tardivement.
On s'était aussi demandé, est-ce que, en fonction de l'information qui était donnée aux patients lors du diagnostic, est-ce qu'il y avait une différence du vécu de cette annonce-là? Dans un premier temps, près de 62% des patients estimaient avoir reçu un diagnostic, mais pas assez d'informations concernant la maladie. Près de 36% des patients ont estimé qu'ils avaient assez d'informations, avaient des informations suffisantes de leur pathologie lors de l'annonce. Et 2,7% des patients ont estimé avoir reçu trop d'informations lors de cette annonce. Et le vécu de cette annonce en fonction de l'information nous permet de constater que les patients qui ont mieux vécu l'annonce sont ceux qui ont reçu suffisamment d'informations lors de l'annonce diagnostique. Et ceux qui l'ont moins bien vécu, c'est ceux qui ont reçu le plus, un peu trop d'informations lors de l'annonce diagnostique. Donc ici. Quand on demande aux patients qui leur a donné le plus d'informations, à travers quel professionnel ou personne ils avaient eu les informations concernant leur pathologie, eh ben, on est à près de 47% par le médecin spécialiste, près de 38% via les associations de patients, près de 37% via Internet. Donc, en effet, les patients expliquent que ils sont partis chercher des informations dans le net. Mais par contre, ils, ils estiment qu'ils ont besoin quand même de confronter ces informations-là à ce que le professionnel de santé la confirme ou pas. Donc, pour voir la qualité des informations qui sont données sur Internet, sur le point médical. Il y avait une question aussi qui a été posée aux patients concernant la proposition de l'aide d'une psychologue ou pas. Il y avait 71% des patients qui avaient répondu ne pas avoir eu de proposition d'aide de psychologue lors de l'annonce diagnostique. Et de façon un peu inattendue, ceux qui ont eu la proposition d'aide de psychologue ont moins bien vécu l'annonce par rapport à ceux qui n'avaient pas eu de proposition de psychologue. Donc, de façon générale, l'annonce diagnostique n'est pas bien vécue et les parents sont ceux qui la vivent le moins bien si on les compare aux patients. Je vais vous présenter là sans vraiment, c'est un peu trop et peut-être que vous ne voyez pas, c'est juste des citations représentatives des verbatims des patients. Si on regarde, on va en prendre peut-être une ou deux, si on regarde le ressenti par rapport à la manière dont le diagnostic a été donné, pour certains, j'ai été considérée comme une personne en dialogue avec le médecin. J'ai ressenti comme investi dans l'étude de mon cas, je me suis sentie considérée. Donc la considération pour certains. Pour d'autres, c'était plutôt une annonce très simpliste, comme s'il s'agissait d'une maladie quelconque. Je n'ai compris que par la suite la gravité de ma maladie en étant malade et surtout dans les ateliers d'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est plutôt par rapport à la manière dont le diagnostic a été donné. Sur le vécu, donc pour certains, c'est plutôt le soulagement. Donc enfin, on me croyait. Pour moi, pour d'autres, ce fut un véritable séisme et rien de moins que la fin de mon monde. Pour les parents, c'est généralement le côté un peu, si c'est génétique, donc on se sent coupable d'avoir transmis la maladie à son enfant. Et pareil, les parents en bonne santé, on nous annonce que notre enfant est porteur d'une maladie grave congénitale, incompréhension. Donc ça fait un peu quelques retours de patients. Et sur les suggestions, on le verra par la suite, les verbatims ont permis un peu de donner des clés, des solutions, des suggestions pour la suite. En conclusion, l'annonce d'un diagnostic d'une maladie rare reste très complexe, reste du coup, elle est émotionnellement du coup un moment délicat avec un choc émotionnel, traumatisme, souffrance, blessure émotionnelle que le patient ou sa famille vivent. Le patient doit partager avec l'entourage, doit faire le deuil de sa vie d'avant. Les parents se sentent souvent isolés socialement, anxieux et stressés. Les patients font face à une série de défis, notamment le manque de soins spécialisés,
retard de diagnostic, une qualité de vie altérée, des conséquences sociales et psychosociales. D'autre part, l'annonce n'est pas limitée à un temps T. Donc, il y a plusieurs moments. Le contexte doit respecter du coup certaines règles de temporalité par rapport pour le patient et ses proches dans son énonciation et prendre aussi en compte les souhaits du patient qui est une part entière dans sa prise en charge de ses soins. Les professionnels de santé, du coup, de leur côté, doivent tenir compte de la capacité de chaque patient à aborder des informations complexes et nouvelles. Donc, ceci est influencé par l'état émotionnel, bien évidemment, le volume d'informations et les connaissances en matière de santé. Donc, à prendre en considération. La présente étude a dû donc confirmer qu'une meilleure connaissance du vécu du patient est utile pour améliorer l'annonce du diagnostic des maladies endocriniennes rares et a permis de de pointer du doigt certaines améliorations ou certaines recommandations qui concernent notamment effectuer plusieurs visites d'annonce, fournir des informations ou rediriger le patient vers les associations de patients et vers les centres experts en maladies rares, éviter l'annonce impersonnelle et fournir toujours des documents écrits aux patients à la fin de l'annonce. Bon, j'ai voulu finir par ce graphique de la filière qui concerne le parcours de soins, juste pour pointer un peu que l'étape d'annonce diagnostique fait une partie intégrante et doit être vraiment prise en considération dans le parcours du soin du patient. Et je vous remercie pour votre attention.